Et là, vous avez votre voiture VM. Elle a une elle est lancée avec une vitesse initiale, V0 par exemple, 10 mètres par seconde. Et puis, elle freine avec une force vers l'arrière, donc il y aura une accélération vers l'arrière. C'est-à-dire qu'on aura AX inférieur à 0. Ouais. Et donc, effectivement, la voiture va ralentir. Mais est-ce que c'est toujours vrai, ça? En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, une fois que vous êtes à l'arrêt, vous arrêtez d'appuyer sur le frein. Donc, vous n'avez plus cette force, ni cette accélération qui va vers la droite. Donc, en fait, vous vous trouvez au point d'arrêt ici, il n'y a plus de force. Mais imaginez plutôt, cette fois-ci, qu'on n'a pas une voiture, mais on a un avion. Quand vous avez un avion, alors, je ne vous savez pas, mais on utilise des aérofreins pour freiner. Hein. C'est-à-dire qu'on prend les réacteurs, au lieu de les faire tourner dans un sens, on les fait tourner dans l'autre sens. Et ça fait une force de poussée. Au lieu de propulser l'avion, ça va le faire freiner. Donc, toujours pareil, hein, on va dire que c'est mon avion M, qui va à une vitesse plutôt de 100 mètres par seconde. Là. Et bien si, quand l'avion s'arrête, vous oubliez d'éteindre les réacteurs, qu'est-ce qui va se passer? Les réacteurs qui tournent dans l'autre sens, hein, j'entends. Ça veut dire que vous aurez toujours la force qu'il tire, et à ce moment-là, l'avion va repartir dans l'autre sens. Il va partir en arrière. S'il est immobile et il arrive au point d'arrêt et vous oubliez d'éteindre les réacteurs, il part dans l'autre sens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va accélérer en fait en arrière. Donc, on a bien AX, la projection AX qui est plus petite que 0. Pourtant, après son arrêt, en fait, il va partir dans l'autre sens et il va accélérer. Hein, il ne va pas ralentir. Hein, quand on dit ralentir, bien sûr, ralentir, hein, la définition de ralentir, c'est la norme de V diminue au cours du temps. Alors que là, a priori, s'il part en arrière, un objet qui part en arrière par rapport à l'axe OX, et bien, sa vitesse augmente, hein, si jamais il partait de 0. Donc vous voyez pourquoi c'était faux là? Alors après, je comprends hein, que vous y répondu vrai, parce que dans la plupart des exos, on choisit l'axe dans le sens du mouvement. Hein. On choisit l'axe OX dans le sens de V, ce qui fait que si l'accélération est négative, l'objet va ralentir. Mais ce n'est pas toujours vrai, attention. Hein. Le signe de A dépend du système d'axe. Une question par rapport à ça? Dans le même temps, c'est négatif, la norme augmente de la vitesse augmente. Ok. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions qui vous reviennent sur les exos précédents. Ah, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Ah, mais il ne faut pas hésiter à prendre la parole parce que moi, je ne vois pas le chat en fait. Ah oui, d'accord. Vous avez posé 8 questions dans le chat. Ah oui, excusez-moi, je ne vois pas le chat là. Alors. Oui, entrée, c'est bon. Ok. Change le sens du référentiel, notre vitesse change de signe. Ouais, la projection de la vitesse. La vitesse, c'est un vecteur. La vitesse, c'est un vecteur, et c'est la projection, hein, les composantes Vx et Vy qui vont changer de signe. Ok. Bon, alors. Ah, c'est la formule, le signe de connaissance de vecteur, bien sûr. Voilà. Ah, c'est dommage que vous soyez à la biblio et que vous ne pouvez pas parler, parce que le but, c'est quand même de poser des questions. Mais... Enfin bon, c'est pas grave, on fait comme on peut. Donc, dans cet exo, là, c'était chute libre. Alors, chute libre, hein, ça, c'est à bien connaître, je pense, parce que c'est un exo qui peut être décliné à toutes les sauces, pour un examen notamment. Donc, alors, par contre, si on ne sait pas faire, ça peut vite prendre du temps. Donc, alors là, il y a un petit peu deux approches. Soit vous êtes une personne qui va abuser du formulaire. Donc là, j'ai mis le formulaire. Et vous êtes systématique. Ce qui peut être un atout, vous êtes systématique, vous utilisez l'équation du mouvement ici. Si vous êtes à l'aise en physique et vous
vous dites directement que vous pouvez voir tout de suite qu'en fait, x de t, ça va être la hauteur initiale, et puis après, il y aura une accélération, donc moins 1,5 à t carré. Hein. Ça, vous pouvez le voir tout de suite. Mais si on n'est pas un geek, hein, on prend le formulaire tranquillement et on applique. Alors, juste dans le formulaire, je sais que parfois, il y en a qui sont perturbés par le fait qu'il y ait des vecteurs, là, S, c'est quoi ce S? Ben, S, c'est juste en gros, S, en gros, c'est si on est à une dimension, en 1D, bah, c'est X de T. Hein. Si on est en 2D, bah, c'est juste qu'on a X de T et Y de T. Et puis en 3D, vous n'aurez jamais de 3D de toute façon pour l'examen, donc vous en foutez. Enfin, ça n'engage que moi, mais moi, en tout cas, en première, j'avais pas. Je vois mal comment vous ferez un énoncé avec de la 3D. Voilà, donc en fait, là, on a un mouvement qui est en une dimension. Hein. On a une pierre, et là, bam, elle tombe. Alors, par contre, ce qui est important de voir ici, c'est les mots-clés. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitesse initiale. Hein. C'est-à-dire tout de suite, vous vous dites V0 égale à 0. Alors, par contre, il y a une liberté qui vous est donnée sur l'origine du référentiel. Soit vous prenez l'origine, genre, soit vous faites un référentiel comme ça, genre à l'origine, il y a la pierre, et puis vous regardez quand y égale plus 20, soit vous êtes très ancré à notre chère planète Terre, et vous prenez un bon référentiel comme ça, là, et puis vous prenez l'origine à z égale y égale plus 20. Et vous regardez quand y égale 0. Vous voyez, il y a un petit peu deux approches selon comment vous voyez la vie. Alors, qui veut qu'on fasse avec le... Je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est tout clair cet exo. Si c'est très clair, on peut passer à la suite. Mais est-ce qu'il y en a un qui voudrait qu'on détaille une de ces deux approches? Non, c'est tout clair. Ok. Bon, il y en a qui se marrent bien, là, on dirait. Ouais. Non, c'est pas grave, pas de souci. Ok, donc voilà. Donc, moi, personnellement, moi, j'aime bien cette approche. Hein. Je sais pas pourquoi. Je préfère prendre à l'origine là où il y a la pierre. Et puis, du coup, j'ai directement, hein, vu que y0 égale 0, v0 égale à 0, j'ai tout de suite y qui est égal à moins 1,5 de g. G, vous pouvez dire que c'est à peu près 10. Hein, fois t au carré, bam, tout simplement. On regarde quand y égale à moins 20, du coup. Donc ça me fait moins 20 égale moins 5 fois t au carré. Je simplifie ici. Et du coup, temps, c'est la racine de 20 sur 5, c'est la racine de 4. Donc le temps vaut 2 secondes, c'est la réponse. Ok? Donc ça, il faut essayer de le driller un peu pour être un peu rapide pour l'examen. Ok? Ah, l'oiseau et sa proie. Celui-là, il pose des problèmes en général. Alors, il y a plusieurs... Je dirais qu'il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Il y en a qui font Pythagore, il y en a qui font plutôt la trigo, les tangentes, tout ça. L'important, je pense, le truc qu'on ne peut pas couper pour cet exo, c'est de faire un bon schéma. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire un petit schéma avec les annotations sur Zoom? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il arrive déjà à noter sur l'écran? Non. Enfin, non. Ah, ok. Je le ferai. Bon, qui a eu des difficultés à faire un schéma pour cette question? Ouais, il y en a qui ont des difficultés pour le schéma? Ah, il y a, ok. Ouais, un peu, ok. Ah, possible. Alors, je vais essayer de faire un truc pour que vous puissiez annoter.
Est-ce que c'est Camille, est-ce que tu arrives à noter ou est-ce qu'il faut que je t'accorde une permission? Ah voilà, parfait, parfait. Ah bah voilà, parfait. Donc voilà, tu peux nous faire un schéma et puis on va discuter un peu de ce schéma. Alors, ça c'est 50 mètres, très bien. Comment tu sais qu'il est... Ah oui, c'est 50 mètres, très bien. Ok, parfait. Donc, on a un oiseau qui est à 50 mètres. Et puis, on nous parle d'une souris. Tu l'as fait où, la souris? Ah, bah c'est 2 mètres 1. 2 mètres secondes. Ah oui, ça c'est 10 mètres. Okay. Mais en fait, je ne les vois pas les 10 mètres. Moi. Je n'avais pas vu que c'était un disque que tu avais fait. Ah ouais. Ok, donc toi, tu as une approche plutôt géométrique. Effectivement, si l'oiseau met 5 secondes. Ah oui, ouais, effectivement. Ok, alors, ça y est, t'es tombé dans le piège. Alors, effectivement, un angle θ, ça c'est toujours un piège. Et là, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous mettre les mauvaises réponses pour que vous tombiez en plein dedans. θ par rapport à l'horizontale. Celui-là, on pourrait l'appeler β si tu veux. C'est par rapport à l'horizontale. Donc, attention à ça. Hein. Et pour le coup, toi, j'imagine que tu as trouvé ça. Hein. C'est ça, Camille, non? Ok. Après, on utilise la tangente. Non. Ok. Ouais, je pense que tu avais dû trouver le. Ah oui, 11,3. Oula, pire que ça. Alors, toi, je pense qu'en vrai. Alors, tu as fait tangente de. Tu as fait tangente. Attends, tu as fait arc tangente de quoi, toi? Toi, tu as fait arc tangente de 10 sur 50, du coup, hein, si je ne me trompe pas. Ça? Ah, c'est ça, de 1 cinquième. Et arc tangente de 1 cinquième, ça fait? Tu as trouvé 11,3 avec la tangente de 1 cinquième? Vérifie si ta calculatrice elle est bien en. Ah bah non, pour le coup. Ouais, dans 11,3. Tu me rends sceptique là. Parce que normalement, si tu veux, tu dois trouver le complémentaire. Parce que la réponse correcte, c'est. Il se trouve que la réponse correcte, c'était 78,7. Ah oui, non, c'est ça, autant pour moi. Autant pour moi. Ah, t'as raison. T'as raison. Oui, du coup, t'as trouvé la C. Effectivement, tu as trouvé la C parce que tu as trouvé le complémentaire à 90. Toi, tu as trouvé ça, sauf qu'en fait, c'est pas θ, on pourrait l'appeler bêta, 11,3 degrés, et puis 8,5. J'ai une question, je ne sais pas si. Dis-moi. Ouais, parfait. Si ça avait été l'autre situation, ils auraient dit par rapport à la verticale, j'imagine. Bien sûr. Okay. Mais attention, hein, c'est toujours les petits pièges. Hein. Il y a des pièges partout dans les exos et il suffit qu'on se plante à un endroit. C'est foutu. Alors, est-ce que si on trouve 58,5 degrés en examen, vous faites quoi? Vous cochez direct la A, vous calculez la vitesse? Ceux qui mettraient tout de suite là et qui ne chercheraient même pas la vitesse, levez la main. Non? Moi j'ai la main. Ouais, bah ouais. Et si on est sur son coup, on est sur son coup. Hein. Alors, après, si vous voulez. Ah, Paul, tu veux dire quelque chose, je crois? Non? Ok. Après, il y a des questions qu'on peut tout de suite infirmer ici. Hein. En fait, il se trouve que celle-ci et celle-ci, on pouvait tout de suite les infirmer. Pourquoi? Parce que cet oiseau, il fait 50. En gros, cet oiseau, il a une vitesse qui est comme ça, hein, sur la trajectoire. Et en fait, c'est comme un avion. On parlait de l'avion qui va sur la piste d'atterrissage. L'avion, il doit gérer sa vitesse de chute
et puis son avance. Donc il doit gérer son Vx et son Vy. Ça. Et après, Pythagore vous donne V avec... Donc là, la vitesse de chute de l'oiseau, il chute de 50 mètres en 10 secondes. Donc sa vitesse de chute, c'est du 10 mètres par seconde. Hein, 10 ou moins 10, selon comment vous prenez l'axe. Voilà. Et puis, donc voilà. Donc ça, c'est la vitesse de chute. C'est juste une des composantes de la vitesse. Donc la vitesse totale, il y aura une composante de la vitesse de chute et la vitesse horizontale. Donc forcément que la vitesse au total, elle sera plus grande que la vitesse de chute, vous voyez. Donc la vitesse, elle est strictement supérieure à 10 mètres par seconde, vous voyez. Donc ça ne peut pas être 10. 10, c'est la vitesse verticale, pas la vitesse totale. Et ça peut pas être plus petit que 10. Vous voyez, vous avez le choix qu'entre A et C. C, c'était le piège dans lequel Camille tu es tombé dedans. Et puis il ne restait plus que la réponse A. OK. Donc voilà pour cet exo 4. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Non. La voisine de Margot, elle a une question, non? Non, elle n'a pas de question. Ok. Moi, j'ai une question. Ok, dis-moi. Je n'ai pas du tout compris comment on trouvait le 78,7. Ah, pardon, on a été un petit peu vite. Alors, en gros, ah oui, alors ça c'est toujours pareil. Quand vous faites des schémas, alors tu as vu, l'oiseau, il a descendu 50 mètres. Là on est d'accord, au total. Hein, ça c'était dans l'énoncé, il a descendu 50 mètres. Il était à 50, il arrive à 0. Camille nous dit, oui, mais je sais aussi qu'il a parcouru 10 mètres parce qu'il est toujours au-dessus de la souris. Et puis la souris, elle va à 2 mètres par seconde. Et au bout de 5 secondes, clac, elle se fait bouffer. Donc 5 mètres par seconde pendant 2 secondes, ça te fait 10 mètres. Tu me suis? Okay. À partir de là, on voudrait trouver θ. Quand vous voulez trouver un angle, et donc là, il faut voir, vous avez ça et vous avez ça. θ, il est là. θ, il est dans ce triangle rectangle là. Okay, 50, tu le retrouves de l'autre côté. Oui, c'est ça. Et 10, tu le retrouves ici. Okay, et donc là, tu te rappelles que la tangente, hein, c'est l'opposé sur l'adjacent. Tangente de θ, c'est 50 sur 10. Hein, 5. Après, une fois que tu as la tangente, hein, tu as l'angle. Hein, tu fais tan moins 1 avec ta calculatrice, hein, et puis voilà. OK? Autre question par rapport au 4? Non? Alors, est-ce que Camille, tu pourrais faire passer toutes les annotations avec le menu pour qu'on voit clair? Parfait. Ah, alors ça c'est important, ça. Notion assez abstraite de quantité de mouvement. Alors, est-ce que je vais faire un truc là, je vais prendre le formulaire parce que, alors un petit conseil, tous, vous prenez un formulaire, vous l'imprimez, vous prenez une calculatrice, vous y tenez pour toute l'année, et comme ça, ça vous permettra de trouver rapidement les trucs à l'examen. Juste. Voilà. Alors là, je vais exprès ça pour vous montrer à quel point on peut se faire noyer dans les formules à l'examen. Alors c'est ça le piège, c'est que le formulaire, soit vous vous dites ouais c'est bon, je vais trouver dans le formulaire le jour de l'examen, t'inquiète et tout, et puis après vous arrivez, vous avez toutes ces formules. Okay, vous savez même pas S c'est quoi, S c'est ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, ce qui est important, c'est en gros chaque formule du formulaire. Faut pas se dire ouais je vais la retrouver le jour de l'examen, faut la comprendre. Hein, chaque formule, il faut la comprendre. Si P égale MV, s'il y en a un qui me dit P c'est le poids, il n'a rien compris. Okay, P égale MV, P c'est la quantité de mouvement. Ça n'a rien à voir avec le poids. D'ailleurs, c'est même pas la même unité. D'accord? Du coup, je vous ai donné la formule qu'il fallait utiliser. Bon. Alors, en fait, quand on résout ce type d'exo,
si vous êtes du style... bon, déjà, il y a un choc. Hein. La balle, elle subit un choc. Et puis elle arrive à une certaine vitesse. Quand vous avez le concept de choc en physique, il faut tout de suite penser à la quantité de mouvement P égale mv, hein, et puis F égale dp sur dt. Alors F égale ma, ça marche bien en cinématique, mais quand vous avez un choc, privilégiez cette écriture-là, dp sur dt. Quand vous avez un choc, c'est vraiment ça qui va vous permettre de résoudre le problème. Excusez-moi. Ouais. Mais est-ce que là, vous partagez l'écran? Ah zut, tu fais bien de me le dire. Ah, merci de me le dire, Mina. Ah, je me fais toujours avoir avec ça. Ok, super. Ouais, bon, bah, du coup, je vais la refaire. Hein, mais en gros, vous voyez, vous avez ce formulaire. Et puis, vous vite être noyé par toutes ces formules. Hein. Donc, dans P égale mv, P, attention, c'est quantité de mouvement. C'est-à-dire la vitesse, hein, mais multipliée par la masse. Et ça n'a rien à voir avec le poids. Il faut se méfier de ça. Il ne faut pas se dire, ah, mais P, je ne comprends pas, c'est quoi? Non. En fait, ce qu'il faut se dire, les formules, vous devez pas les apprendre par cœur, mais en tout cas, les interpréter avec des phrases. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, quantité de mouvement égale masse fois vitesse. Voilà. Et ça, vous devez avoir cette phrase. C'est ça qui vous permettrait de voir si vous avez compris conceptuellement le truc. Voilà. Et comme je disais, somme des forces égale à ça. MA, qu'on écrit aussi dp sur dt. MA, ça marche bien si vous devez calculer, par exemple, calculer x de t, hein, calculer à quel instant, comme pour la chute libre. Hein. Pour la chute libre, c'est un peu ce qu'on avait fait. On a dit F égale MA avec la force qui vaut le poids. Alors que quand vous avez un choc comme ça, F égale MA, ça ne va pas marcher. Il va falloir utiliser dp sur dt. Okay. Alors, comment on utilise ça concrètement? En gros, vous devez calculer le concept de quantité de mouvement P. Alors P, attention, c'est un vecteur, hein, ce n'est pas un chiffre. Et ça a son importance. Alors, P, je le calcule à quel instant? Parce que P, il va varier. Au début, il vaut combien? P0, la quantité de mouvement. Alors, je vais mettre un petit P. Hein. P0. Le vecteur P, quantité de mouvement, à l'instant initial, il vaut combien? Quelqu'un peut me dire? Alors, je vais essayer d'aller voir dans le chat. Il y en a qui ne peuvent pas parler. Ah voilà, merci Paul. P initial vaut... Alors 0, je pense que c'est parce que tu ne pouvais pas écrire la flèche sur le chat, mais il faut le vecteur nul. Hein, parce que c'est égal à la masse de la balle. Hein, on parle de la balle ici. La masse de la balle fois la vitesse de la balle qui vaut le vecteur nul. Donc ça vaut le vecteur nul. Okay. Ça, c'est la quantité de mouvement initiale. Que vaut la quantité de mouvement finale après l'impulsion? Bon, je fais pareil, hein, je fais la masse de la balle, hein, je fais MB, masse de la balle, fois la vitesse de la balle finale. Et la vitesse, on vous la donne. Ça. Bien sûr, vous savez tous très rapidement, hein, pour convertir en mètres par seconde, qui est une unité plus petite, hein, je divise. Forcément, je ne multiplie pas, mais je divise parce que je veux une unité plus petite. Je divise par 3,6. Okay. En mètres par seconde, ça me donnait combien? Il y en a un qui l'a sous la main là. 263 divisé par 3,6. Bref, ça nous donne. Voilà, merci. Merci Margot. Ça nous fait la masse de la balle fois cette vitesse de la balle finale. Hein. Et donc 0,058 fois les 73 mètres par seconde. Okay. Et ça va nous donner quelque chose, la quantité de mouvement final. Alors fois, attention, fois un petit vecteur. Attention, Yann, c'est un vecteur, donc je mets un vecteur unitaire parce que P c'est un vecteur. Je ne peux pas dire vecteur égale chiffre. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma raquette. P, j'ai ma balle qui est là. Initialement, la vitesse, c'est le vecteur nul. Je le représente comme ça.
et à l'état final, la vitesse est comme ça. Alors c'est là où on utilise la formule. Pourquoi la quantité de mouvement P a changé? Comment ça se fait? Dans quelles conditions P change dans un système? Quelqu'un peut nous donner des conditions suffisantes pour que la quantité de mouvement change? Avec une phrase. Il suffit que, ça pourrait être dans un exercice par exemple, il suffit que, pour que la quantité de mouvement change. Voilà, exactement, merci. Il suffit qu'il y ait une force extérieure. Ouais. Et c'est cette force extérieure qui va nous donner la variation P. En fait, la somme de toutes les forces, c'est ça qui nous donne la variation du vecteur P par rapport au temps. Okay. Et ça, attention, c'est une égalité qui est vectorielle. Hein. C'est-à-dire que je peux la décomposer sur tous les axes, ou X, ou Y, ou Z. Bon, en général, dans les exos, il n'y a qu'une dimension. Du coup, vous pouvez prendre des chiffres à la base du vecteur. Attention, sous réserve de faire gaffe au signe, de bien mettre un signe négatif quand je vais dans l'autre sens. Hein, avec ces vecteurs. On va faire un peu de place là-dessus. Donc là, je vais quand même l'écrire. Je vais quand même l'écrire pour qu'on soit au clair. Donc quand je fais mon delta P, là, finalement, je vais prendre... Alors, désolé, hein, j'ai fait l'axe dans l'autre sens, hein, mais voilà, ça c'est mon axe X. En fait, mon delta P, ça va être... Alors, désolé, hein, je fais un peu à la main, hein, c'est pas très académique, mais je pense que ça vous permet de comprendre. Je fais ce vecteur P, hein, PF, moins le vecteur nul, ça me fait les deux vecteurs. Il n'y a que ça hein, comme force. Donc, la variation du vecteur P. Et après, si je veux avoir les valeurs, bah, j'ai qu'à décomposer. Hein. 73 fois 0,058, ça donnait combien? Bon. Moi, je vais dire que ça fait 6 divisé par 100. Ça me fait 6,42. Ouais, c'est ça, 4,2. Donc, ça fait 4. Ouais, c'est ça. Allez, pendu. Donc, ça me fait 4,2 divisé par l'intervalle de temps qui sépare ces deux instants. Et ça me donnera la force. Hein. Donc, ça fait à peu près, du coup, à vue de nez, 4 divisé par 4, ça fait 1. J'ai 3 chiffres en dessous de la virgule, donc ça va faire à peu près 1000. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin de calculatrice en général pour les. Enfin, si, un petit peu, mais je vais quand même demander. Mais... Alors, à cet exo, je pense qu'on a peut-être des questions. Je me souviens, je ne l'avais pas trop aimé l'année dernière. Ça peut vous rassurer. Alors, est-ce qu'on a une petite question de quelqu'un avant que j'explique un petit peu? C'est vrai que moi, j'ai pas forcément envie de dérouler la correction si vous avez tout compris. Ah, une question de quelqu'un. Pourquoi tu ne passes pas par l'accélération? Tu me parles de l'exo précédent? Précédemment. Alors. Bon. Déjà, on pourrait se demander pourquoi. On pourrait se demander pourquoi, effectivement. Donc déjà, moi, je te dis juste le conseil pour l'exa. Hein. Soyons focalisés sur l'examen quand même. Il faut avoir des petites recettes qui marchent. C'est-à-dire, tu vois un exo, tu te dis, tac, j'applique cette méthode. Okay. Là, tu vois un choc, tu te dis quantité de mouvement P. Okay. Et tu vois, ça marche. Ça marche. Bon, maintenant, pourquoi on appelle accélération? En fait, tu serais un petit peu
Ouais, non, effectivement, oui. Alors, ok. Pour celui-là, ça marchait. Effectivement, on pourrait calculer l'accélération, dV sur dt, on multiplie par la masse, on a la force. Ok, ouais, ça marche. Mais en fait, pourquoi je te dis qu'il faut absolument maîtriser ce concept de quantité? Ouais, il faut vraiment maîtriser ce concept de quantité de mouvement. Il ne faut pas essayer de l'éviter et de passer par l'accélération, parce qu'un jour, ça ne va plus marcher. Un jour, ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que ça. Je vais vous donner un petit exo supplémentaire. Alors un jour, c'était un exo comme ça n'a plus marché. Bon, c'est un exo qui est assez tragique, mais on va imaginer un camion et puis une voiture. Hop. Ils vont, et le camion, lui, il va tranquillou à 50 km/h. Et puis la voiture, elle, alors malheureusement, elle est dans ce sens-là à 130 km/h. Collision frontale. Lui, il fait 10 tonnes. Elle fait 2 tonnes. Il y a une collision. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un piéton ici? Vous avez un piéton là. Lui, il s'appelle, moi j'allais dire Paul, on les appelle souvent Paul dans les exercices, mais là je vais choisir un autre prénom quand même. Lui s'appelle A et lui s'appelle B. Qui c'est qui meurt? C'est A ou c'est B? Et ouais, c'est une bonne question ça. Donc, je vous laisse réfléchir un peu à cet exercice. Mais en gros, on ne peut pas passer outre la quantité de mouvement pour résoudre ce genre d'exercice. Il y a un choc, on doit utiliser le concept de quantité de mouvement. Okay. Vous avez fait la mouche et l'éléphant dans le cours, il me semble. Hein. Ouais, ça c'est pareil. Ça c'est l'éléphant et ça c'est la mouche en gros. Un peu compliqué. C'est un exo de la mouche et l'éléphant. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre dans ce genre d'exo, c'est que là, contrairement à la balle qui était le système, maintenant notre système, ça va être l'ensemble. Ça va être un système composé de ces deux corps. Tu vois. Et il n'y a aucune force qui s'exerce sur ce système. Hein. C'est un système qui est isolé. Donc du coup, à la fin, quand j'aurai la carcasse informe formée de ces deux masses de tôle, la question c'est est-ce que sa vitesse, elle serait comme ça ou est-ce qu'elle serait comme ça? C'est ça qu'on ne sait pas. Et c'est là où on va utiliser la formule somme des forces, alors qui s'applique sur tout ça. Il n'y a aucune force. Hein. Et c'est delta P sur delta T. Donc là, si delta P sur delta T égale 0, ça veut dire que delta P égale à 0. Ça veut dire que P est conservé. Ça veut dire que la quantité de mouvement P de mon système, c'est-à-dire P camion final plus P voiture finale, c'est égal à la quantité de mouvement. Je vais faire le égal là parce que c'est un petit P, hein. C'est pas un grand P. Voilà. C'est égal à la quantité de mouvement du camion initial plus la quantité de mouvement du camion. Okay. Et c'est ça qui vous permet de résoudre l'exo. Et ça, c'est pour ça. Ok. C'est les conducteurs piétons. Ouais, là, pardon, non, c'est des piétons qui sont là, qui sont malheureusement là, enfin malheureusement pour un d'entre eux, parce que du coup, vous pouvez imaginer que si ça, la carcasse va d'un côté, elle va lui rentrer un petit peu dedans. Donc là, vous avez... Ouais, dis-moi. J'ai une question. Mais là, du coup, tu as écrit que la quantité de mouvement, c'était égal à celle du camion initial et final. Mais est-ce qu'on pourrait faire pareil avec la quantité de mouvement de la voiture ou pas? Alors, attention, j'ai dit quoi? J'ai dit quantité de mouvement finale. En fait, si tu veux, ça, c'est la quantité de mouvement du système final. Ça, c'est la quantité de mouvement du système. Non, pardon, j'ai dit 2 fois final, excuse-moi. Excuse-moi, ouais, tu viens de me dire, j'ai fait une notation là.
Donc, ce qui est à gauche inégale, c'est la quantité de mouvement finale de ton système. Et c'est égal à la même que la quantité de mouvement, pardon, que la quantité de mouvement du système à l'état initial. Okay, donc, je récapitule, je m'étais trompé de l'indice. La quantité de mouvement du camion final plus de la voiture finale, hein, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ou... Ouais. Ok. Bon. Ou alors concrètement, quand vous avez ça, moi je vois tout de suite que ça va aller dans le sens du camion. Pourquoi? Parce que le camion il a une quantité de mouvement qui est plus importante. En fait, c'est celui qui a la quantité de mouvement la plus importante qui va gagner. C'est un peu comme ça que ça marche. Là, 50 x 10, on s'en fout si c'est pas dans les bonnes unités, du moment que c'est pareil que l'autre. 50 x 10, ça fait 500. 130 x 2, ça fait 260. Le camion a une plus grande quantité de mouvement que la voiture, donc au final, ça va aller dans son sens. Okay. Donc, vous pourrez calculer à titre d'exercice supplémentaire quelle est la vitesse finale du système. On peut le faire, mais vous pouvez le calculer. Alors, exercice maintenant sur la distance, enfin, la planète. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Vous me dites si vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, franchement, s'il y a des questions, pas de souci. Moi, là, j'ai pas compris. Pour cette question? Oui. Ok. Alors, ouais, alors effectivement, il y avait quand même une subtilité dans cet exercice, c'est que je vais prendre les formules. Alors, la formule du centre de masse, je t'avoue qu'elle m'était complètement sortie de la tête et que je suis allé la chercher dans le formulaire. J'avoue. Ouais, voilà, il est là. Donc, tu vois, moi, c'est pour ça que j'utilise le formulaire. C'est parfois, il y a des trucs, j'oublie, et c'est bien pratique. C'est bien pratique de pouvoir avoir ce formulaire. Ok. Voilà, donc là, voilà, j'ai un petit formulaire là à droite qui va venir me sauver pour cet exo. Elle te donne alors la position du centre de masse avec cette formule. Ok. Alors après, cette formule, je pense que tu as surtout eu tu l'avais peut-être trouvé, mais tu as eu du mal à l'utiliser, non? Ok, alors comment on utilise cette formule? En gros, elle te donne la position de G, c'est-à-dire le vecteur OG. Moi, je préfère faire cette notation parce que c'est un peu plus explicite. Hein. Là, il y a marqué SCM, genre la coordonnée du centre de masse. Mais si vous voulez vraiment voir avec, ça peut peut-être vous aider de détailler avec les points. Donc, j'ai un point O, c'est mon origine, hein, et je veux avoir le point G. Je veux savoir le vecteur qui va m'amener au point G. Et là, j'ai somme des MI et SI sur somme de MI. Alors attention, hein. Toujours il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier là, comme ça, ce sera plus simple. » Non, vous ne pouvez pas faire ça, malheureusement, parce que c'est la somme des MI fois SI sur la somme des MI. Hein. Donc, vous n'avez pas le droit de simplifier comme ça. Il y a des parenthèses là. Okay. Ça veut dire quoi, ces MI et SI? Ça veut dire que vous allez prendre, imaginons que j'ai que, allez, on va faire, pour l'exercice, il y a une Terre et une Lune. Ils ont chacun allez, on va appeler T le centre de... C'est pas marqué comme ça ici. Hein. On va faire ça. Hein. On va appeler T ce point-là et on va appeler L ce point-là. Okay. Alors, je pourrais écrire comme ça, si je veux avoir la position du point G. Alors bon, G, évidemment, il ne sera pas là, on sait qu'il sera quelque part entre les deux. Mais la question, c'est
Est-ce qu'il se trouve plutôt là ou plutôt là? Bon, voilà. On va dire là a priori. Je mets un point d'interrogation. OG, c'est égal à... En fait, vous faites une moyenne pondérée. C'est comme quand vous faites une moyenne avec des coefficients. Sauf que les coefficients, c'est des masses. Donc vous faites la masse de la Terre fois côté plus la masse de la Lune fois OL sur la somme des coefficients, comme quand vous faites une calcul pour une note, hein, MT plus ML. C'est ça que ça veut dire la formule. Bon. Si j'ai 2 points, si j'ai 3, j'aurai 3 termes, etc. etc. Okay, bon, voilà pour comment on explique cette formule. Mais là, attention, il y a une astuce. Il y a une astuce. L'astuce consiste à choisir un point haut. Là, je l'ai pris là. Mais pourquoi je l'ai pris là? J'aurais pu le prendre là. J'aurais pu prendre mon père là. Est-ce que quelqu'un voit un endroit qui serait astucieux pour choisir vu que haut, je peux prendre n'importe quel point, est-ce que je pourrais prendre un point particulier qui me simplifierait la tâche? Ouais, Margot? Je sentais une idée. L'origine? Ouais, mais justement, l'origine, je peux la prendre. Enfin, justement, cette origine, je peux la mettre où je veux, tu vois. Soit l'origine, tu la prends là. Alors, j'ai vu quelqu'un a mis quelque chose dans le chat. Et ouais, le centre de la Terre, très bien. Et ouais, bah ouais. Si haut, ça peut être n'importe quel point. On peut très bien choisir que haut égalité. Par exemple, en particulier, si haut égalité, haut peut être n'importe quel point ici. Donc, on choisit, en fait, on choisit l'origine au centre de la Terre. Donc, en fait, mon repère, il est comme ça. Et du coup, je me retrouve avec le vecteur TG qui vaut MT fois le vecteur TT plus ML fois le vecteur TL divisé par la somme des masses. Okay. Et voilà. Et ça c'est bien. Ça me simplifie. Pourquoi? Parce que le vecteur TT, hein, vous savez tous que entre T et T, il n'y a aucune distance. Donc le vecteur TT est nul. Donc voilà, ça, 0 fois MT, ça fait 0. Hein. Donc en fait, ça me donne directement le fait que pour partir du centre de la Terre et arriver au centre de gravité, je dois faire la masse de la Lune fois le vecteur TL sur MT plus ML. Okay. Donc vous avez ce coefficient-là, ML sur MT plus ML. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait le faire à la calculatrice? ML sur MT plus ML. Voir ce que ça donne un peu. Alors, en attendant, je vais faire un schéma un petit peu plus propre. Quelle est l'accélération? J'attends le calcul, si jamais quelqu'un veut bien le faire. Prochaine séance, si jamais, je crois que les groupes vont tourner, mais si jamais, je demanderai un scribe, comment on dit, quelqu'un pour compter tout. Alors, merci Margot, 0,12. Okay. Voilà, donc en fait, je prends le vecteur TL et je multiplie par un coefficient qui vaut... T'es sûr que c'est 0,12? Ça me paraît peu. Mais vous devez percuter sur ce ordre de grandeur. Donc là, la masse de la Lune, c'est du 10-22. La masse de la Terre, c'est 10-24. Donc en gros, la Lune, elle est 100 fois plus légère que la Terre. Voilà. Donc si je fais ML sur MT plus ML, je suis à peu près à 1 centième. Donc 0,012. Là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une incohérence. Donc 0,012 fois le vecteur TL. Voilà. Le vecteur TL, c'est ça. C'est celui-là. Donc, attention que le vecteur TL, il part du centre de la Terre, il arrive au centre de la Lune. Donc, si vous voulez une distance, vous devez multiplier 0,012 fois la longueur de tout ça, hein, c'est-à-dire, attention, ça va nous faire 6400 plus 384 400 plus quoi d'autre?
les 700. Voilà. Vous ajoutez tout ça. Hein. Vous multipliez ça par 0,012 et ça vous donne exactement la position du centre de masse par rapport au centre de la Terre. Alors attention, je vous avertis tout de suite, hein, cet exo faisable en 2 minutes, moi je trouve qu'il est un petit peu long. C'est mon point de vue personnel, hein, c'est moins que je peux voir, mais voilà. Moi je dis vous stressez pas trop hein, si vous avez mis du temps à le résoudre. Parce que vous voyez que déjà là. Après les exos, peut-être que la première fois vous allez mettre 10 minutes, un quart d'heure, après vous allez les faire, petit à petit ça va être 5 minutes, et à la fin de l'année vous allez arriver à 3 minutes. Pas se stresser si au début on a un peu plus de temps. Alors, la pesanteur GL à la surface de la Lune vaut 1,6 newton par kilo. Comment on fait pour avoir la pesanteur? Alors, on a une formule toute faite hein, pour ça, je crois. Formule de gravitation, c'est sur la page 3. Je la retrouve. Ouais, système mécanique, vous voyez ici. Hop. Ouais, on est là. On va faire un petit peu de place. On va enlever ça. Voilà. Voilà, donc là on est système mécanique. On vous dit. Divisé par le rayon de l'astre au carré. C'est ça qui va vous donner la gravité lunaire. Okay. Juste application bête et méchante de la formule. Ok, question par rapport à ça, à ce GL. Non, pas de question. Ok. Bon, maintenant, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est 85 fois plus forte que celle exercée par la Lune sur la Terre. Alors, ça, a priori, force gravitationnelle. En fait, vous voyez la force gravitationnelle ici. C'est une formule qui prend la masse d'un astre fois la masse d'un autre, divisé par R2. Okay. Donc, que je fasse MT fois ML, quand je fais la force de T sur L, où je fais la force, c'est les actions réciproques. Les actions réciproques, ça. C'est pareil. Hein. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit plus grand. Okay. Et proposition D, si on néglige l'influence des autres astres, l'accélération de la Lune est 86 fois plus importante que celle de la Terre. Alors, est-ce que y en a un qui a envie de faire un autre schéma que ce petit schéma qu'on fait depuis le début, là, comme ça? Est-ce qu'il y en a un qui a envie de représenter, je sais pas, des trajectoires Alors, en fait,
Bon, en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Il y a pas vraiment besoin. En fait, il suffit de dire que à chaque fois, hein, les forces que exercent l'une sur l'autre sont les mêmes. Ça, on l'a vu dans la C. Par contre, là, on a en gros, cette force-là, c'est égal à, on a vu que c'était, voilà. En gros, c'est FG. C'est égal, on a dit soit à ML fois AL. Je peux aussi dire que c'est égal à MT fois AT. Donc là, c'est FG. FG, hein, en norme, c'est pareil, c'est juste qu'elles sont en direction opposée. Donc là, c'est ML AL. Et là, c'est MT AT. Okay. Donc s'il y a égalité entre les deux, je veux savoir l'accélération de la Lune AL. Ça va être égal à MT sur ML AT. Donc c'est comme ça qu'on peut comparer AL et AT pour faire le rapport des masses. Donc si je fais MT sur ML, alors attends, là c'est l'action de la Lune. Si on fait le rapport MT sur ML, normalement on trouve en gros calculatrice, ça doit faire 86, non? Il y en a un qui peut regarder dans le chat. Ouais, ça fait. Ouais, c'est ça. Donc on arrondit à un chiffre en fait. Hein, dans les exos, on prend deux chiffres significatifs. Donc ici, ça va nous faire 86. Donc, je récapitule. MLAL égale MTAT. L'accélération de la Lune est 86 fois plus importante que celle de la Terre, c'est vrai. Alors, est-ce que... Ah, attendez. Question subsidiaire. Question subsidiaire. Donc, calculer la vitesse de la Lune, là. Est-ce que quelqu'un voit comment on pourrait calculer la vitesse de la Lune? Vous ne pouvez pas parler? Alors pour ça, il vaut mieux dessiner les orbites. Si ma Lune, elle se déplace comme ça, bon, a priori, si elle a la vitesse constante, j'ai pas d'accélération tangentielle, j'aurai qu'une accélération centripète qui sera comme ça. Donc, mon accélération de la Lune, ce sera égal à une accélération centripète. Donc, ce sera égal à V carré sur R. Où R, c'est la distance Terre-Lune. Enfin, la distance Terre-Lune avec les rayons. Voilà, donc ça permet de calculer la vitesse de la Lune, si jamais. Et la vitesse de la Lune, vous la connaissez en fait, parce que vous savez qu'elle met 27 jours à faire le tour. Donc si vous connaissez la distance,
vous pouvez calculer sa vitesse. Une autre manière de faire. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cet exo sur la Terre, la Lune, etc. Ouais. Conception. Est-ce qu'on peut poser nos exercices bien? C'est dans l'ordre des exercices. Est-ce qu'on peut poser nos exercices? Ah oui, bien. Oui, bonjour Ahmed, tu viens de nous rejoindre. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a déroulé les exos dans l'ordre. Comme ça, vous pouvez poser vos questions, en gros, dans l'ordre d'arrivée des exercices. C'est ça qu'on a fait. Donc, si tu as des questions entre les questions 1 à 5, je peux peut-être voir si c'est des questions autres qui peuvent apporter aux autres. Tu peux toujours me les poser. Si c'est des trucs qu'on a déjà dit, je t'encouragerais à rester un peu à la fin de la séance. On aura peut-être du temps pour que je t'explique. Donc, voilà, c'était des questions entre les exos 1 à 6. Bien sûr, tu peux parler, oui, pas de souci. Ah, ok. Je pensais que tout le monde était mute, du coup, je savais pas trop si je pouvais Non, prendre la en fait, parole. les gens sont un petit peu timides aujourd'hui, et puis il y en a qui sont à la bibliothèque et ils ne peuvent pas parler, mais tu es bienvenu à parler. Le but, c'est Ah, ok. d'interagir. Bon, moi, j'ai pu faire tous les exercices, du coup, et puis j'ai noté quelques questions Ok, sur lesquelles j'ai eu un peu de doute. parfait. Je vais les faire dans l'ordre, du coup, pour la question 4. Ouais. On va Il voir faut ça. juste que j'y aille. C'est bon, j'y suis. Ouais, Ok. question 4. Donc, pour la question 4, j'ai réussi à calculer l'angle. Ouais. Donc ça, c'était pas très compliqué, mais par rapport à la vitesse, j'ai pas Ouais, saisi ok. comment calculer la vitesse. Alors, là, tu as trouvé le bon tout de suite, tu as trouvé 78,7. En fait, j'ai trouvé 11,3, mais ensuite, vu que j'ai fait un schéma, Ouais. j'ai juste pris l'angle qui est collé au Ouais. truc, quoi. Donc, mais est-ce que tu avais mis θ pour 11,3 ou est-ce que genre tu avais calculé cet angle-là et tu as réalisé qu'en fait θ c'est. Non, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai trouvé 11,3 l'angle là où il y a le curseur. Ouais, c'est ça, bah oui. Et Sûr. ensuite, du coup, je me suis dit, vu que c'est un triangle rectangle et que c'est un angle droit entre le truc horizontal et Oui. vertical, après j'ai juste pris l'angle correspondant. Ouais. Ce que je comprends, c'est que pourquoi tu n'as pas calculé directement θ? Pourquoi tu t'es embêté à passer par cet angle intermédiaire là? Parce que j'ai fait, en fait, pour trouver l'angle, j'ai fait avec la trigonométrie. T'as J'ai fait fait, tangente ou pas? ouais, en fait, j'ai fait arc tangente de SOHCAHTOA, de l'opposé sur l'adjacent. Ouais, de 1/5, ça te faisait tangente de 0,2, Donc, c'est ça. 11,3. Ouais, mais alors regarde, en fait, ce qu'il faut voir, Ahmed, c'est que regarde, là tu as 5, là tu as 10. Là tu as un rectangle, là. Donc là tu as 5, là tu as 50, là tu as 10 aussi. Donc tu peux directement travailler avec θ. Ah, Ouais. ah ouais, bien vu, je l'avais pas vu celle-là. Bon, mais bon, après, franchement, c'est pareil. Hein. Ta méthode, elle marche très bien. Moi, je t'avoue que j'ai tendance à prendre l'angle comme ça aussi, plutôt. Donc, ça marche très bien. Ok, mais du coup, pour Alors, la vitesse, pour la vitesse, ce que je disais, c'est que stratégiquement, regarde, tu te mets à la place de l'oiseau qui a une vitesse de chute et une vitesse horizontale. Désolé les autres, hein, on a un peu parlé de ça, mais vu que c'était rapide, je vais répondre. Là, tu as une vitesse de chute, il perd 10 mètres toutes les secondes. Pardon, il fait 50 mètres en 5 secondes, ouais, donc il perd 10 mètres toutes les secondes. Hein, des Y égale 10 mètres par seconde. Et en plus, il a une vitesse d'avance. Donc la résultante, là, elle va être plus grande que 10 mètres par seconde, t'es d'accord? ouais. Donc ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. C'est forcément 10,2. Après, comment on calcule? En fait, c'est Pythagore. Tu fais la racine de Vy au carré plus Vx au carré. Et Vx, et Vx au carré, combien ça faisait? En fait, tu faisais du 2 mètres par seconde du 2 mètres par seconde en horizontal et tu Ouais, faisais du 10 mètres par seconde en vertical. c'est ça. Ouais. Donc, tu sais que la norme de V, c'est la racine de Vx au carré plus Vy au carré. Et la norme, on le trouve où dans le tableau des formules? Dans le formulaire? Ouais, parce Alors, que est-ce que elle j'essaie de y est? m'habituer au formulaire et puis Alors, c'est un très bon réflexe, mettre de t'habituer au formulaire. C'est vraiment la clé, je pense, de savoir bien utiliser toutes les formules. Mais alors, la norme, je pense que ça fait partie des, si tu veux,
Alors, regarde. Si tu veux, c'est pas. En fait, si tu veux, ça s'applique là, j'ai dit pour la vitesse, mais ça s'applique. En fait, c'est une généralité. Quand tu as un vecteur OM, la norme du vecteur OM, c'est une formule sur les vecteurs en fait qui est générale. La norme du vecteur OM, c'est la racine de xm au carré plus ym au carré. C'est comme ça que tu calcules la distance OM. Tu vois. Je vais juste noter ce que tu as écrit. Théorème de Pythagore. Ouais. Bah, ce que je comprends ouais. pas, c'est que comment, à partir de 2 vitesses, on obtient une vitesse qui est au milieu. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais calculé l'hypoténuse et que je m'étais dit, bah, du coup, l'aigle, enfin l'oiseau, il doit plonger il doit faire cette distance-là en un certain temps. Ça marche. Mais ça m'avait donné des valeurs beaucoup trop grandes. Parce que j'avais fait 50 au carré, du coup. Ouais, 50 au carré plus 10 au carré. Ça fait 2500 plus 100, ce qui fait 2600. Ouais. Ensuite, j'ai fait la racine. La racine, ouais. Donc, ça me faisait 130 et quelques. Ouais, mais en et combien ensuite, divisé par 10, ça me faisait 13, Non, par 5. par 5, ouais, ça m'avait fait encore plus grand, justement. Attends, au bout de 5 secondes. Ouais, c'est au bout de 5 secondes, désolé. Ouais, alors attends, 50 mètres, 2 mètres secondes, 5 secondes. 50 secondes, 25, 2500, 2500. Racine de 2500, tu confirmes, ça fait 130. Je vais juste refaire à la calculette, là. Ouais. Pour moi, ça fait moins de 130. Hein. Pour moi, ça fait plutôt du... Donc, racine de 2600, on est d'accord. Ouais. Donc, ça donne... ça m'a donné 50. Ouais. 50,9, donc 51. 51 divisé par 4, ouais. Par 5, pardon. 51. Ah, ok, en fait, j'ai bien raisonné, mais j'ai fait une erreur de calcul du coup. Ton raisonnement est absolument correct. Ouais. Ok, c'est top alors. Après, voilà, faut pas hésiter à raisonner. Je pense à s'habituer à raisonner en termes de vitesse. Si jamais, imagine, tu as une rivière comme ça, et toi, tu es en canoë, tu veux traverser la rivière. Non, allez, tu n'as pas de canoë, tu vas nager. Tu nages comme ça. Tu nages comme ça. Tu nages à peu près, un bon nageur, il nage à 5 km/h à peu près. Et tu as un courant qui va à 10 mètres seconde. Non, c'est trop grand. 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde. Quelle est ta vitesse? Tu dois pouvoir faire sans commencer à parler de distance, de diviser par le temps. Tu vois. Ah, ok. Rien que comme ça, tu dois pouvoir me calculer la vitesse. Donc là, du coup, je ferais Pythagore en gros avec 10 et 3, j'arrive pas à dire, mais c'est 3 mètres par heure, c'est ça? Ouais, bon, en gros, j'ai commencé à faire un petit piège. Bien sûr, il faut tout mettre dans les mêmes unités. Donc, mais bon, en gros, on va faire simple. On va dire que c'est 5 mètres par seconde. Ok. 5 mètres par seconde. Ta vitesse, ça va être ta vitesse totale ici. Tu sais que la norme de V, c'est la racine de Vx au carré plus Vy au carré. Ok, ouais. Donc, voilà. Ok, ouais, ça marche. Ok. Ouais, c'est top. Voilà pour le Ensuite, l'exercice 5. Ouais. Je peux juste le revoir juste 2 minutes. Hop là. Donc ma question par rapport à cet exercice-là, c'était moi j'ai trouvé j'allais faire F égale MA dans mon raisonnement. Ouais. Jusqu'à là tout va bien. Ensuite, donc je transforme M, enfin la masse qui a été donnée en une valeur que je voulais pas, je la mets en kilos. Donc ça fait 0,058. Jusqu'à là, ok, tout est bon aussi. Mais ensuite, j'avais 73 mètres par seconde. T'avais 73 mètres par seconde, ok. En fait, j'ai multiplié les deux. Mais là, dans le corrigé, ça me dit qu'il faut que je fasse diviser par 0,004. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi. Eh ouais. Alors, ouais, mais toi, regarde, t'as fait quoi? T'as fait ton accélération, tu l'as calculée comment?
L'accélération, justement, en fait, je me suis. Tu as pris la vitesse. En fait, tu n'as pas pris l'accélération. Tu as pris la vitesse. Toi, tu as pris la vitesse, alors que pour calculer une accélération, tu dois faire une variation de vitesse sur une variation de temps. Une variation de vitesse sur une variation de temps. Ouais. Hmm. Tu vois? Il vient là, Parce que là- ce 0,004. C'est le delta T. Hmm. Regarde, tu as dit force. Ok. Je prends la masse fois l'accélération. Ok. Ouais. Mon accélération, c'est quoi? C'est une variation de vitesse sur une variation de temps. Ok. Ok. Et la vitesse, donc c'est. Alors, une variation de vitesse, Ouais. vitesse finale moins vitesse initiale. La vitesse finale, Ok. c'est ce que tu m'as dit, 73 et 4 là, moins 0 sur. Ok? Ok. Le 73, je me rappelle plus d'où il sort. Ouais, c'est le 263 divisé par 3,6, trouvé en mètres par seconde. Je sais plus si Ah, c'est ok, 73. ouais. Je sais plus si c'est peut-être autre chose. C'est peut-être. Je sais plus. C'était de Parce mémoire. que Mais... je ne sais plus d'où il sort, mais j'avais trouvé en gros que l'accélération, c'était. Ah, mais. Attends, je vais juste relire mon raisonnement rapidement. J'avais fait donc ça. Ok, 0,58 est égal à. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai trouvé 73. Non, Ouais, je mais me en fait, rappelle plus. je sais pas pourquoi j'ai mis 73. C'est parce que c'est toi qui m'as dit, mais en gros. Bon, voilà. Je pense que c'est une petite heure de calcul. Peut-être tu peux regarder un petit peu d'où ça vient. Si jamais Ok. c'est nécessaire, on reviendra dessus. On reviendra sur celui-là après. On reviendra sur celui-là après, à la fin de la séance, si tu veux, vu qu'on a déjà pas mal bossé Mhm. avec les autres. Avec les autres, on a fait un petit exo supplémentaire ici, enfin, un petit exo supplémentaire. J'aurais dit que raisonner avec l'accélération comme tu as fait, c'est pas mal, mais dès qu'il y a un choc, moi, je recommande plutôt d'utiliser les quantités de mouvement. Je trouve que c'est plus adéquat. Là, dans cet exo, ça revenait au même, mais à la fin de la séance aussi. Ok. Euh, pour le. Du coup, après, c'est pour l'exercice 7. Ah, ok. Bah, Enfin, non, pour le 6, en fait. Ah, avant, il y a le 6. Ouais, Le 6, j'ai eu de la peine à le comprendre presque dans son entièreté, en fait, par rapport au A, par exemple. Le ouais. centre de masse, j'ai pas compris Hmm. comment Ouais. le trouver. Alors, ça, c'est effectivement c'est quelque chose, je pense, qui a donné de la peine à tout le monde dans cet exo. Bon, alors là, il se trouve qu'on vient de le développer pendant un quart d'heure, donc je vais pas la refaire en entier. Enfin, si, je vais la Mhm. refaire. Si tu veux, je peux te la refaire à la fin du répertoire, il n'y a pas de souci. Mais on est Ok, là pour ça. On est là pour ça. Mais c'est juste que pour les autres, vu qu'ils viennent de m'entendre monologuer là-dessus pendant un quart d'heure, je ok, pense on va peut-être passer un peu aux questions que vous pouvez avoir sur les autres exos. Et à la fin, on ok, reprendra ça. Ok? ça marche. Ok, ok. N'hésitez pas à Et poser des ensuite, questions comme Ahmed, hein, les autres. Hein. Mais d'ailleurs, par rapport à ce truc de centre de la masse, concrètement, c'est quoi le centre de la masse? Ah, très bonne question. Bah, en gros, imagine que tu es là, et toi, on va dire que on a un enfant de 5 ans là, qui a un nouveau jouet. En gros, imagine une perche à selfie comme ça. À 5 ans. Ouais, enfin, il l'a juste volé à sa grande sœur, on va dire. Et puis sur la perche à selfie, il met un truc comme ça, où t'as genre, une grande masse, et puis une petite masse. Et puis en gros, je sais même pas pourquoi j'ai parlé de pêche au selfie, hein, ça n'a rien à voir. Mais bref, et en gros, il se dit, tiens, où est-ce que je vais mettre mon point pour que j'ai un équilibre, tu vois. C'est un peu ça l'idée du centre de masse. Donc en gros, il est plus près. En gros, c'est vraiment ça. C'est la moyenne pondérée, des masses. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il est plus près de la grande masse que de la petite masse. Tu vois. et donc c'est le centre de gravité? Ouais, c'est le centre de gravité, bien sûr. C'est pareil. Centre de masse égale centre de gravité. Même chose. Et pourquoi est-ce qu'il serait plus près de la grosse masse plutôt que la plus petite?
Parce que la grosse masse, en gros, si tu prends la formule, alors tu vois, alors là je vais peut-être, effectivement, ça c'est une question qui peut vous aider tous, donc je vais euh, repartir un peu là-dessus. Alors là, je l'ai plus, je l'ai effacé la formule. Tu sais, dans le formulaire, il y a marqué S, c'est somme des MI, SI sur somme des MI. Ok. Et ça, c'est la formule qui est marquée dans le formulaire. Ok. C'est censé te donner la position du centre de masse. Et on reviendra là-dessus à la fin, mais en gros, l'idée, c'est que tu peux prendre n'importe quel point, genre pour OG, ton point O, ton origine, tu peux la prendre où tu veux. Là, on va faire quelque chose, on va faire un exercice juste un peu exploratoire. On va prendre le point O au milieu, entre les deux. Pile, je sais qu'on ne dirait pas, mais c'est au milieu. Okay. Le vecteur OG, du coup, si je suis cette formule, ça va être la masse de la masse de la Terre, on va dire que c'est la Terre, masse Terre fois OT, plus la masse de la Lune fois OL, sur MT plus ML. Ça, c'est cette formule appliquée à ce concret. Donc, en gros, je prends ce vecteur OT, je vais faire avec cette couleur-là. Je prends ce vecteur OT et je le multiplie par MT. Et puis, je vais prendre le vecteur OL. Et celui-là, je vais multiplier par ML. Okay, et après, je vais diviser par un nombre. Bref, on s'en fout. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là, mon centre de masse, vu que MT est beaucoup plus grand que ML, tu es d'accord, je vais plutôt... mon centre de masse, il va être décalé vers la droite. Vu qu'en gros, pour l'obtenir, je vais multiplier MT par ce vecteur-là, fois ça, plus je vais ajouter ML fois le même vecteur. D'accord, je vais décaler vers la droite. C'est logique. Bah oui, ok, ouais. Puisque MT est 100 fois plus grand que ML, si je fais MT fois ça, plus ML fois celui-là, je vais vers la droite. Forcément, ouais. Ok. Ouais, ou il faut que je fasse plus un dessin. Non, j'ai bien compris. Ouais, voilà. C'est juste qu'on multiplie du coup le vecteur par une masse plus élevée. Donc voilà, forcément, si on multiplie par une masse plus élevée, bah, il va aller vers le côté de la masse la plus élevée. Voilà. Donc, le vecteur en question, ouais. il est le même pour les deux côtés? Alors là, par construction, j'ai choisi ici de prendre une origine au milieu. Du coup, OT et OL, alors c'est des vecteurs de direction opposée, hein, mais de même norme, vu que j'ai pris au milieu. Mais ça, okay. on va refaire l'exo si tu veux à la fin. Je pense que ce sera peut-être pas un luxe, mais en gros, avec les autres, au début, on a pris un point O ici, qui est complètement au bol, et on a pris OL et OT comme ça. Et après, on s'est dit, ah, mais en fait, ça, c'est débile. En fait, on va ruser. Et on s'est dit, tiens, en fait, je vais ramener mon repère sur une des planètes et je vais dire que l'origine de mon repère, c'est le centre d'une des planètes et ça simplifie grandement les calculs. Ok. Ok. Ça, on le reverra à la fin, si tu veux. Ça marche. Est-ce qu'on peut passer au 7? Ouais. Alors, 7, on a une masse. Ouais. C'est Newton, tac. On vous demande l'accélération de cette masse-là. Bon, alors là, si on calcule une accélération, ça, la formule est toute trouvée, non? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Quelle formule va me donner l'accélération? CF égale MA. Ok, CF égale MA, ouais. Donc, toi, tu dis, Ahmed, je vais suivre ton raisonnement jusqu'au bout. J'écris en noir parce que, voilà, après, on va faire la correction. F égale MA. Comme ça, j'écris? Ouais. Tu peux annoter, hein. Je ne sais pas si tu travailles sur iPad ou sur ordi. Non, moi je suis sur mon cahier. Tu es sur ton cahier? Ok. Ouais, bon, c'est pas grave. Tu me dis un peu si genre t'écris. Je vais suivre ton raisonnement. J'ai l'impression que je comprends bien, donc ça va. Mais si jamais tu me dis, donc là, F égale MA. Ok. Maintenant, je fais quoi? Bon, j'avais fait F égale du coup 100. Ouais. Après, j'avais mis M égale 10.
Et A égale, du coup, pour que ça fasse 100, ça fait 10. Et avant ça, j'avais mis F, pour trouver, parce que là, ce qu'on nous demande, c'est l'accélération, donc on va faire F sur M égale A. Mhm. Ouais, tu trouves combien concrètement? Là, c'est rapide les calculs. Hein. Avec ce que j'ai fait là, je vais trouver une valeur fausse. Tu trouves combien? J'ai trouvé, du coup, ça va faire 100 sur 10. 100 sur 10, ça fait 10. Ça fait 10, ouais. Ouais. Et c'est pas proposé. Ouais, donc tu te dis, quelque part, il y a une merde. Il y a un truc qui joue pas. Ouais. Et après, je me suis dit, il faut que je prenne en compte les frottements. Ouais. Donc, en fait, moi, je voulais justement t'amener. Merci de nous avoir partagé cette erreur parce que c'est un truc qu'il ne faut plus que vous fassiez. F égale MA, c'est bien, mais somme des forces égale MA, c'est mieux quand même. Ouais. Faut pas oublier, hein, c'est la somme des forces qui vaut MA. Et là, délibérément, on a appelé cette force F parce que vous vous êtes fait piéger par le formalisme de F égale MA. Vous avez tous appris au collège F égale MA, F égale MA, F égale MA. Vous oubliez que c'est la somme des forces qui vaut MA. Okay, donc effectivement, et c'est la somme des forces vectorielle. Hein. Donc si je prends ce vecteur F là, et on va être là en rouge maintenant. Si je prends ce vecteur F là, je dois lui ajouter le vecteur frottement. Le vecteur frottement, il va dans quel sens? Vers l'arrière, du coup. Ouais, c'est ça, hein, c'est une force qui tend à s'opposer au mouvement. Ok, très bien. Donc F, tu m'as dit tout à l'heure, elle vaut 100. Ça, c'est facile. Elle vaut 100, elle va vers la verte, elle vaut combien? Justement, j'avais justement une question par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce qu'exactement un frottement statique et dynamique? J'ai pas su différencier les deux en fait quand je faisais l'exercice. Okay. Ah, pourtant, ça, il explique bien, le professeur Kesper, je trouve, dans le cours. Mais on va la refaire, c'est pas grave. En gros, tu as déjà fait un déménagement ou pas? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà poussé une armoire qui était remplie de livres? Ouais. Ouais. En général, on préfère vider les livres. Bon, ça c'est notre histoire. En général, tu sais, pour la pousser, il faut vraiment y aller. Hein. D'ailleurs, on préfère pousser un peu en bas, parce que sinon, c'est encore une autre histoire. Et puis, en fait, une fois qu'elle est en mouvement, après, ton armoire, tu remarques que ça va, quoi. Ça file, c'est quand même plus facile. Non? Ouais. Ouais. Parce que, en fait, on a deux coefficients de frottement. On a un coefficient de frottement qui s'applique en statique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de mouvement, et on a un autre coefficient de mouvement qui s'applique en dynamique, quand il y a un mouvement. Et tu remarques ici que mu D est plus petit que mu S. Accessibilité. Ah ouais? Alors, attends. Et donc, du coup, attends, je vais juste faire. Participant. Quelqu'un qui veut couper son micro, là, c'est qui? Démarrer. Ouais, voilà, excuse-moi. Oui, excuse-moi, j'étais un peu perturbé. Oui, effectivement, donc là, mu D est plus petit que mu S. Ouais. Donc là, si t'es sur ta chaise, entre ta chaise et toi, il y a une force de frottement statique, hein, qui fait que si tu commences à te balancer un peu sur le côté, bah, tu glisses pas. Tu es en statique. Ouais. Par contre, si d'un coup, il y a ton pote qui vient te chercher avec ta chaise et qui commence à te tirer sur le plancher, bah, là, la force de la chaise sur le plancher, ce sera une force de frottement dynamique. Tu vas utiliser le coefficient de frottement dynamique. Ok. Et tu dois, en fait, c'est très simple. Dans les exos, tu dois juste voir si tu es en mouvement ou pas. Si tu es en mouvement, tu prends le dynamique. Si tu n'es pas en mouvement, tu prends le statique. Ok. Et puis pour ce cas-là, si le frottement statique il est plus élevé que Alors non, dans tous les cas, le coefficient de frottement statique sera toujours plus élevé que le coefficient de frottement dynamique, ça c'est sûr. Non, mais je veux dire s'il est plus élevé que la force qu'on exerce. Ah, alors attends, attention de ne pas confondre mu et puis la force de frottement. Donc toi, ta question, mu, c'est pas la force directement, c'est un coefficient. Tu remarques que d'ailleurs, il n'y a pas d'unité après. Hein. C'est 0,8, ouais. Point barre, il n'y a pas d'unité, donc c'est un coefficient. Okay. Donc effectivement, si on avait un objet initialement immobile, et qu'on commence à pousser par là avec une force de poussée P,
et que plus je pousse, plus la force de frottement augmente. La force de frottement maximale que peut supporter cet objet, ça va nous être donné par le coefficient de frottement statique. Et quand P va dépasser cette force de frottement maximale, l'objet va se mettre à bouger, mais pas avant. C'était peut-être ça que tu voulais dire. Mais là, Ouais. on n'est pas dans ce délire. Là, on n'est vraiment pas dans ce délire. On est vraiment dans un exercice de dynamique. Et puis du coup, il n'y a pas le choix. On barre ça ne nous concerne pas. On prend juste Je mu voulais D. savoir, c'était plutôt si par exemple mu S est égal à, je sais pas moi, 2,3, Mhm. est-ce que du coup il y a un déplacement ou on dit qu'il n'y a pas de déplacement dans ce cas-là? Bon, alors là, juste parce que depuis le début, on raisonne avec mu, mais en fait, ça ne nous permet pas de conclure. Il faut se souvenir que la force de frottement, c'est le coefficient de frottement fois la réaction normale. En norme. Hein. Attends, je vais enlever la flèche parce que c'est en norme. La norme de la force de frottement, c'est mu fois la réaction normale. Ok. D'accord, ok. Là, si ta masse, elle pèse 10 kg, c'est-à-dire c'est le cas, 10 kg, donc là, tu as 100 newtons de poids, et vu qu'elle ne s'enfonce pas dans le sol, tu as aussi 100 newtons de réaction normale. Okay. Bon, mais le mouvement se fait que dans une dimension. Mais en tout cas, ça a au moins le mérite, c'est 100 newtons de réaction normale, de te permettre de calculer P via F égale mu N. Okay. Donc c'est ça qui te permet de calculer la force de frottement. Donc là, effectivement, on était à 0,9, on était à 0,9, pardon, on était à 0,8, on est en dynamique, donc ça nous est 80. Toi, tu me dis, si ça vaut 2,3, ben, j'ai 230 newtons de frottement, j'ai une force de 100 newtons, ouais, clairement, ça va traîner. Là. Ça va traîner. Ok, donc là, dans ce cas-là, si on avait ça comme résultat, on serait à 0 mètre par seconde, enfin 0 mètre par seconde. Okay. Bah, on serait dans une situation où il faudrait préciser la vitesse initiale, et puis après, on aura un mouvement uniformément décéléré, et puis l'objet s'arrêterait au bout d'un moment. Ok, ouais. Ça marche. Je peux te filer un exo comme ça si tu veux. Je te l'enverrai par. Bon, je vous l'enverrai par mail si vous voulez. J'ai un exo, je crois, qui fait comme ça. Où en gros, ça. Pareil, tu attends que l'objet décélère. Au début, il avance, après, il y a une phase de frottement, et puis après, il s'arrête. Si ça répond à la question. Quelle heure il est là? Oui, pour l'exo. Ok. Ok, bon, on va se donner encore. C'est jusqu'à 15h hein, normalement. Hein. Bon. Ouais, c'est ça. Parce que le truc, c'est que nous, après, on doit débriefer avec l'équipe de physique parce que c'est la première fois qu'en fait on fait sous ce format-là, donc on va voir un petit peu comment on modifie. Donc, exceptionnellement, je devrais être à l'heure. Là, après, moi, sinon, il n'y a pas de souci, je veux bien m'étendre. Mais... Bon, bref, on va essayer d'enchaîner un peu. Ouais. L'unité de la réaction normale. Alors, comme toute unité de force, la réaction normale, c'est en newton. Hein. En newton, ok. Ouais, effectivement, j'ai mis 100. Tu fais bien de me reprendre. En fait, en plus, là, ça porte à confusion parce que c'est 100 n égale n. Mais ouais, la réaction normale vaut 100 newtons. Enfin, la norme de la réaction normale vaut 100 newtons. Ouais. Ok. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai pas mis une égalité vectorielle ici ? Parce qu'ils n'ont pas la même direction, bien sûr. N est verticale, F est horizontale. Donc là, tu vois, effectivement, quand je faisais le rouge moins le vert, rouge moins vert, ça me faisait 100 moins 80, et ça vous faisait 20. Ça joue 20 fois... Ouais, c'était ça, ok. Voilà. Bon, il ne reste pas énormément de temps pour traiter ces 3 exos. Donc, ce que je vais faire, alors mouvement harmonique, honnêtement, c'est très 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 théorique. Hein, c'est vraiment, si vous voulez vous convaincre de la relation que vous avez pour oméga égale la racine de K sur M, si vous voulez vous convaincre de ça, pour briller dans un repas un jour, vous sortirez qu'oméga c'est racine de K sur M et vous pourrez le prouver par ça, mais ça vous sert, enfin, je pense pas que ça va pas forcément vous servir. Pour l'examen, il faut savoir que oméga c'est racine de K sur M, mais
forcément besoin de savoir démontrer comme ça. Donc ça, on va peut-être le squeezer. Par contre, sanglier et araignée, ça peut être utile. Mais sachant que le sanglier, bon, c'est un exercice d'approfondissement, il est plus long, mais il correspond à des savoir-faire qui sont, enfin, je pense, qui sont importants quand même pour l'examen. Araignée, est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes par rapport à ça? Moi, le seul que j'ai pas réussi à faire, c'est c'est le C en fait. J'ai pas réussi à comprendre le raisonnement. Pour le sanglier? Non, pour le 8C. Ah, pardon, je crois que tu disais pour le cerf, pas du sanglier, non, pour le C. Ok. Si l'araignée est 4 fois plus lourde, la période d'oscillation sera... Alors, tu fais bien de me dire, parce que ça, c'est le genre de truc. Mais alors ça, tu en as quasiment une toutes les 2 questions, quoi. Alors, si c'est 2 fois plus lourd, est-ce que c'est 2 fois plus long, ce genre de choses, il y en a tout le temps. Donc, il faut vraiment être clair. Quand on dit ça, en gros, ça, c'est le genre de choses qui n'est valable. Imagine que je prends le prix des baguettes de pain, le prix que je paye en fonction du nombre de baguettes de pain fois le prix unitaire. Voilà, c'est-à-dire que le prix que je paye, c'est si je prends 2 baguettes, je paye 2 fois plus. C'est logique. C'est ce qu'on appelle une relation linéaire. Hein. C'est Y égale AX. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va faire que si j'ai 2 fois plus de X, j'ai 2 fois plus de Y. C'est le truc. Toutes les autres fonctions, ce n'est pas linéaire, donc ça ne marchera pas. Hein. Donc là, on te dit plus lourd. Donc masse, période, je veux savoir T. Donc je veux savoir la période en fonction de la masse, c'est ça. Hein. Toi, la formule que tu connais, c'est oméga, c'est racine de K sur M. Oméga, c'est quoi par rapport à T de pi F avec F égale 1 sur T, c'est ça? Je sais pas, il faut que je regarde le formulaire à chaque fois quand j'ai ce genre de truc, mais... En gros, il faut se souvenir que la fréquence et la pulsation, c'est quasiment la même chose, il y a juste un facteur de pi près. Hein. Donc, oméga, c'est 2 pi F. Voilà. Et F, ça tombe bien, c'est 1 sur T. Donc, en gros, j'ai 2 T, c'est racine. C'est moi, il y a une petite coupure. Il y a eu une petite coupure. Alors, je vais la refaire. Il y a eu une petite coupure au cas où... Ok, ouais, je pense que c'est moi, ouais. Donc, la période, tu vois que ça varie en racine de m sur k. Donc, est-ce que c'est linéaire en m? Est-ce que c'est une fonction linéaire de m du style t égale a fois m? Donc, tu peux juste reproposer parce que du coup, j'ai pas suivi. Tu as dit Ouais. donc là, t égale 2pi. Alors, t égale 2pi fois racine de m sur k. Pourquoi racine de m sur k? Ah, pardon, excuse-moi. J'ai été vite. C'est ça. J'ai été vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en gros, c'est 2pi sur t, c'est racine de k sur m. Donc, j'inverse tout ça. Ça me fait t sur 2pi, c'est racine de m sur k. Je prends l'inverse de cette relation. Et après, du coup, je fais passer les 2 pi de l'autre côté. Ouais, désolé. Hein, normalement, prenez votre temps pour faire ce genre de choses. Mais là je vais vite. Donc voilà, donc tu as ta relation entre la période T et la masse. Là, hein, c'est T, il est là, M, il est sous ta racine, au chaud. Et du coup, est-ce que tu as une relation linéaire du type T égale A fois M? Est-ce que j'ai ça? Non, c'est faux ça. C'est pas du tout une réaction linéaire, comme j'avais pour mes baguettes de pain. Donc ça ne marche pas, c'est pas linéaire en masse. Donc tu peux pas dire que si c'est 2 fois plus lourd, alors la période est 2 fois plus longue, ça marche pas. Si je veux avoir une période 2 fois plus longue, il faut que je multiplie la masse par combien d'ailleurs? Quelqu'un voit? Bah, si on fait K... On peut essayer. Hein. Ça serait pas encore 2 fois plus? 2 fois plus que 2 fois plus, donc c'est-à-dire combien de fois plus? 4 fois plus? Ouais, exact. Si je dis que maintenant, si je dis que on a un grand M qui vaut 4 petits M, et du coup, T grand M, c'est voilà, tac. Je remplace mon grand M par 4 petites M. Le 4, il sort de la racine et il devient un 2. Donc, effectivement, je vais doubler ma période. Ouais. Ok. Ok.
Ah, parce qu'il est dans la racine, du Mais coup, ça juste, fait. Ouais. du coup, ça ferait 4 pi. Non, enfin, oui, ça ferait 2 fois 2pi, donc 4pi Oui, fois ok. racine de petit m, ouais, effectivement. Mais en fait, Ok, merci. on développe pas le calcul. L'important, c'est qu'on voit qu'il y a un 2 qui vient et qu'après, on a la même chose. Donc, ça double. Ok. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés sur cette exo? Je crois qu'il y avait une subtilité avec le 0,56 secondes. 0,56, ça correspondait à quoi, vous avez trouvé? Ça correspondait à T sur 2? En fait, c'était 2 fois la fréquence. 2 fois la période, tu veux dire, non? Ouais, je me confonds avec les termes, mais c'est 2 fois le Ouais. T, là. Ouais, voilà. Attention, la période T, c'est un temps, donc c'est en secondes. Donc ça ne peut pas être une fréquence. 0,56 secondes, c'est forcément un temps. C'était 1 sur la fréquence, je veux dire. Désolé. Voilà. La fréquence, c'est le nombre de cycles qu'il va faire en une seconde. Mm. Donc ça correspondait à 2T. Ouais, donc a fortiori, si tu fais une période, tu reviens au même endroit. Si tu en fais 2, si tu en fais 3, bah, tu reviens au même endroit aussi. D'ailleurs, attention, si tu en fais une demi, aussi. Si l'araignée, elle fait ça, donc là, je suis revenu à la position initiale. Là, je suis à 0. Là, je suis à T. Mais attention, au bout d'une demi-période, je suis aussi revenu. Enfin, je suis passé transitoirement par la position initiale. Petit piège, là, attention. Hein. Attends, Voilà. juste une période, c'est quand tu descends et que tu remontes et que tu redescends. Ouais, c'est ça que j'ai représenté. Hein. C'est un schéma complètement. Et là, ton schéma, il représente quoi? Une période. c'est ça que j'essaie de dire, c'est que c'est un schéma un peu. C'est plutôt, on va dire que c'est un peu artistique. C'est-à-dire qu'en gros, faudrait représenter. Non, mais en gros, il faudrait représenter une courbe, mais c'est juste que je représente le mouvement au début. Au début, je suis ici et je vais là. Ensuite, Ok. ensuite, je remonte. Et puis ensuite, elle redescend. Mais bien sûr, tout ça se fait sur une seule direction. Hein. Ça fait Non, ça. Mais je voulais dire, ce schéma-là, il représente une période et demie? Alors, non, il représente tout ça. Là, tu es à une période. Et puis, le point que je vais dessiner maintenant en bleu, ici, entouré en bleu, ça, c'est là où tu es à T sur 2, tu passes par là, en fait. Ok. Donc, à la demi-période, on repasse par le même point, forcément. Ok, ouais. Ouais. C'est bon. Mais attention, avec une vitesse qui est autre. Ok. Alors, c'est bon pour cette quelle heure là? Ouais. 15 heures. Hein. Bah alors, normalement, il y a une petite pause, donc je pense que. De toute façon, ils viendront me dire si jamais je dois m'arrêter maintenant, mais Ok. on continue sans souci. Donc, il y a d'autres Du questions coup, sur cet exo ou on passe au sanglier? Pas d'autres questions? non, c'est bon. Ok. Bon, voilà, enfin, le dernier exercice on va dire, qui nécessite un savoir-faire un peu technique, on va dire. Bon, là, en gros, par rapport à l'exo de la chute libre, c'est une chute libre. Quelle est la seule différence avec la chute libre que vous avez dans l'exo 3, je crois? Chute libre, vous aviez ça. Tac. J'arrive là. Imagine que, au lieu de jeter la pierre, je lui donne une petite vitesse initiale, petite, hein, par seconde, comme ça. Est-ce qu'il y a une différence maintenant entre les deux exos? Non, c'est la même. C'est la même chose. T égale, bah là oui, on va rajouter ici x de t. On n'avait pas pris en compte. Okay. Ouais. Donc, donc, quelles ont été les difficultés rencontrées ici? À part qu'il fallait prendre effectivement l'équation du mouvement, il fallait prendre l'équation du mouvement et puis essayer de bien faire ressortir ce qui valait 0, ce qui valait pas 0, etc. J'avais juste une question. Par exemple, pour la question B, quelle distance la balle part-elle avant de toucher le sol à cause de la gravité? En gros, j'ai juste besoin de faire un objet qui tombe de 1,2 mètres avec l'accélération vers le bas.
Et après, ça me donne un temps, donc en combien de temps ça tombe. Et ensuite, je prends les 1000 mètres par seconde et je multiplie par ça, c'est ça? Exactement, exactement. Ok. C'est la bonne approche. Ouais. Donc ça nécessite d'avoir trouvé les équations du mouvement, qui est que y de t, ça va être notre hauteur initiale moins 1 demi de g t carré, et puis x de t, ça va être égal à tout simplement v0t, hein, c'est ça. Donc il suffit de effectivement trouver quand y de t égale à 0 et t'injecter là-dedans, c'est exactement ça. Une petite question dans le chat, je vais y répondre vite fait. Je dois y aller, merci beaucoup. Ouais, pas de souci. Vous avez tous fini là ou pas? Je dois terminer maintenant ou je refais le débrief maintenant ou vous l'avez déjà fait? Ah ouais, ok. Ok. Ouais, alors juste là, nous on va devoir y aller. Du coup, je vais prendre une dernière question pour cet exo. C'est bon, c'était bon. C'est bon? Pour toi en tout cas? Ouais, pour moi, c'est pas très difficile. Celui-là, ça allait. C'était plus vraiment pour la lune où c'était plus compliqué, mais du coup. Pour lequel? La lune, là, le 6600. C'est le seul que j'ai pas réussi à faire à proprement dire, en fait. D'accord. Okay. Bon, Ouais, dis-moi. Ouais, donc ça veut dire qu'on va pas traiter le dernier exercice, c'est ça? Le dernier, non. Enfin, moi, j'ai fait le choix en tout cas de passer plus de temps sur les autres parce que le dernier, il n'est pas. Enfin, je pense que, comme je te disais, il ne va pas être très important pour dans une optique d'examen. Je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Mais Okay. après, si tu as une question précise, je peux y répondre rapidement. Ouais, non, c'est pas tellement une question précise. C'était plus comment on trouve, quelle méthode, voilà. Tout ça. Ouais, ça t'inquiète pas. Hein. C'est pas. Là, c'est un exercice pour étudier en physique, celle-ci. C'est pas vraiment quelque chose. Ouais, à l'examen, c'est plutôt des petits calculs, tu vois. On va pas te demander de trouver des expressions littérales. Ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok. Merci, Alain. Donc, pour celui sur la Lune, on pourra. Il y a une façon que je pourrais poser. Ah ouais, alors, celui sur la Lune, je pense que ça pourrait tomber. Alors, moi, je trouve qu'il est un petit peu long, mais ouais, ça. Ah, ça a coupé. Non, je disais si le donne, c'est que c'est dans le champ. Hein, donc après, peut-être pas avec autant de calculs différents, le centre de masse, plus ça. Peut-être qu'il y aurait plutôt juste une question sur l'accélération, juste une sur le centre de masse. Tu sais, si je peux, vu que là, tu n'as pas beaucoup de temps, pour poser une question par rapport à cet exercice, il y aurait d'autres moments de libre ou autre chose comme ça? Je peux écrire un mail ou… Alors, en fait, tu peux peut-être voir au prochain répétitoire. En fait, si tu veux, les répétitoires qu'il y a tous les mardis, c'est effectivement sur une série, mais rien ne t'empêche de poser une petite question sur ça. Parce que moi, je sais que tous les autres répétiteurs, là, je suis le seul qui sont encore en ligne, mais les autres, ils ont tout fini en avance. Donc, je pense qu'ils auront toujours du temps libre pour reposer ces questions. Ok, donc la prochaine fois, je peux revenir sur cet exercice-là avec un autre répétiteur. Ouais. Mais si tu commences à 13h15, normalement, ça devrait jouer. Ouais, ça va. Voilà, pas de souci. Voilà. Ah, j'avais deux autres questions, mais ce n'est pas des questions en rapport avec les exercices, c'est plus par rapport à l'examen. Quand dans l'examen, on aura le droit à la calculette du coup? Bien sûr, c'est ces petites calculettes non programmables. C'est la calculette noire, elle est OK? La calculette noire. On avait le droit au collège pendant l'examen, elle est OK pour l'examen de… Le tout, c'est que ce soit non programmable. Après, le mieux, c'est tu t'envoies une photo à un répétiteur et tu demandes si c'est OK. Ça marche. Et ensuite, une autre de mes questions, il faut prendre à peu près combien de secondes par question, tu sais? C'est simple, hein, tu as 60 questions pour 3 heures, donc c'est max 3 minutes. Quoi. Max 3 minutes. 3 minutes, même pour les cas, peu importe la question, c'est 3 minutes. Toi, en tout cas, tu gères ton temps comme tu veux. Mais parfois, les caprines ne sont pas plus longues en physique. Hein, parce que tu sais, c'est qualitatif. C'est est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, tout ça. Donc, tu vois, tu réponds vite. Le tout, c'est d'avoir bien compris. Mais parfois, c'est pas forcément plus long en physique. Ok. Moi, je pense que si jamais tu vois que tu connais, que tu progresses, il faut continuer. Et si tu vois que par contre, c'est un truc où tu vois pas du tout le truc, à la limite, tu mets un truc au bol et puis tu passes à la suivante. Et puis, si tu as du temps, parce qu'en SFO, personne en général, très peu de gens finissent, bah là, tu vas
essayer d'approfondir. En règle générale, l'examen, il n'est pas terminé? Enfin, les gens ne le terminent pas. Ok. Plus de gens qui ne terminent pas, plus de gens qui Ah, terminent pas que. Je prenais entre Ouais. 5 minutes et 4 minutes pour les questions cas un peu. Ah bah, pour un premier jet, c'est pas mal. Ce que je disais, c'est que vous allez refaire, et après, vous allez être de plus en plus rapide. Ok, ça marche. Merci beaucoup alors. Ok. Bon, je ne tiens pas plus. Merci beaucoup. T'expliques bien, c'est gentil. Merci, c'est sympa. Ah. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence et puis peut-être pour certains à mardi prochain. Ciao. Au revoir, Salut à merci. tous. Super. Au revoir, merci beaucoup. Pas de soucis. Au revoir.